C'est Christopher pour This is my story. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This is my story. Aujourd'hui, nous sommes avec Christopher et pas à n'importe quel endroit, nous sommes au... Sinistar. Pourquoi exactement? Dis-nous. Pour la promotion de mon prochain film. Ça s'appelle Dream On. Exactement, Dream On, et qui va sortir dans la semaine du 3 octobre. Alors, petite anecdote, c'est la première fois que nous on tourne au Sinistar. Mhm. Et toi, est-ce que c'est ton premier film qui sera diffusé ou... Alors non, c'est le deuxième. Comme pour cette année, hein, c'est pour le festival du Sinistar. Et du coup, la première année, on a été agréablement surpris de voir l'engouement qu'il y a eu autour du premier film. Donc on espère en avoir autant pour le second. Film que j'ai pu voir en avant-première, qui tourne autour de l'histoire de Kane et de d'autres amis à lui. On va commencer comme d'habitude, Christopher, tu vas te présenter et après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, donc c'est à toi. Christopher Bordelais, 29 ans, passionné de cinéma avant tout et qui essaie de vivre de ses rêves. À quel moment ton aventure finalement dans l'audiovisuel commence? Ça a commencé très tôt, hein. Je devais avoir, en vrai, je devais avoir 5 ans. Parce que faut savoir que mes parents, mon père surtout, mon père et ma mère n'ont pas, je les ai pas vraiment connus ensemble. Okay. Et du coup, en fait, mon père avait pour habitude tout le temps d'aller au vidéoclub de Grand Camp pour tout le temps louer des DVD. Donc en fait, j'ai grandi avec cette atmosphère de cinéma tout le temps à la maison. Donc en fait, dès mon plus jeune âge, j'ai eu envie de faire du cinéma, vraiment. Ok. Ouais. Tu t'es intéressé à quoi exactement? Au jeu d'acteur? Est-ce que c'est plus dans la réalisation, les scènes? Qu'est-ce qui t'intéressait? C'était vraiment le tout, parce que déjà, le jeu d'acteur me plaisait énormément, mais je cherchais à savoir en fait comment on pouvait faire quelqu'un jouer. Donc les rouages derrière, tu vois. Et c'est avant tout ce qu'il y avait derrière qui m'intéressait. Puis après, en fait, après j'ai commencé à vraiment expérimenter le cinéma à ma petite échelle. Donc j'avais des comédiens que j'appelais de temps en temps, tu vois. Ça remonte à 2019. Et après, ils sont tous partis en métropole pendant les vacances. Et moi, j'avais écrit des trucs que je voulais les faire, tu vois. Donc j'ai commencé à tourner moi-même. Ok. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on voit toutes les scènes que tu fais assez fréquemment, où tu reprends un peu pas le scénario, mais la manière de tourner qu'il y a dans You, si je ne me trompe pas. C'est à ce moment-là que tu enchaînes Exactement, tes vidéos? C'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience vraiment qu'il y avait un truc à faire, quoi. Quand j'ai vu que les gens sur les réseaux aimaient bien ce que je faisais, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et puis, je me suis lancé à fond. J'ai commencé à reprendre des idées de séries comme You, comme tu as dit, tu vois. Mais sans forcément faire du copier-coller. Ouais, je faisais à ma sauce. Je faisais un You à ma sauce, tu vois, des trucs comme ça. Et franchement, faire ce genre de délire m'a donné envie de faire vraiment du cinéma. Ok. Tu vois, ouais. Tu t'es autodidacte, j'imagine? Oui. En fait, j'ai fait le BTS audiovisuel, mais je m'estime autodidacte. Pourquoi? Parce que j'étais en option gestion de production. En option gestion de production, tu n'apprends pas à toucher une caméra, tu apprends à créer une production. Donc tout ce qui est autour de la caméra, tu vois. Et j'étais dans le premier BTS, donc la première promotion du BTS audiovisuel en Guadeloupe. Il n'y avait pas de matériel. Quand j'étais là-bas, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Il y avait ceux qui avaient vraiment du matériel, c'est ceux qui étaient en montage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient au moins quelques ordinateurs, mais nous, on n'en avait même pas, tu vois. Donc, je m'estime autodidacte. En tout cas, dans ce que je fais actuellement. Tu démarres, tu sors ces vidéos. Et à un moment, je te disais récemment que tu as été hyper productif. Alors, j'ai pas la notion de durée que tu as eu entre chaque sortie, mais j'avais l'impression limite de te voir tous les jours. Pourquoi tu as accentué cette cadence? Est-ce que c'est lié justement à l'algorithme des réseaux sociaux dont on a parlé? Qu'est-ce qui a fait que tu nous as sorti un maximum de vidéos dans un court laps de temps et en plus des vidéos super quali? En fait, le truc c'est que moi je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas, je vais à l'instinct. Donc en fait c'était pas du tout calculé, c'était pas du tout par rapport à l'algorithme. Disons que en fait, c'est tous les soirs je me réveille vers 3h du matin. J'ai une idée, j'écris, tu vois, et le lendemain, je veux tourner déjà, en fait. Donc, en fait, je tourne et dans la journée, je publie. Il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a rien, il n'y a aucune réflexion. Et comme, en fait, de base même, j'étais vraiment tout seul, j'avais personne pour me dire, calme-toi, vas-y, poste ça la semaine prochaine, comme ça, tu as de quoi tenir, tu vois. J'avais rien. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis pas retrouvé largué parce que j'ai toujours eu des idées, tu vois. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé vraiment à faire des choses plus concrètes, ça m'a permis de voir qu'il fallait que je me pose un peu parce qu'en fait,
à être trop actif comme ça, après, malheureusement, je n'aurais plus la passion pour faire vraiment ce que je fais parce que il faut savoir que j'ai dû lâcher mon travail que j'avais avant par rapport à la Tu demande. bossais dans quoi? J'étais pigiste média avant tout. J'ai fait 10 ans dans la pige. Puis après, j'ai travaillé pour une boîte de com en faisant ce que je fais actuellement. Mais en fait, malheureusement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un métier qui demande de réfléchir. C'est un métier artistique. Tu n'as pas d'idées tout le temps comme ça. Tu vois, enfin, tu en as tout le temps comme ça, mais pour une boîte de com qui attend des trucs bien spécifiques, tu n'en auras pas tout le temps comme ça. Et malheureusement, cette boîte-là n'a pas pu comprendre ça. J'ai eu également des obligations personnelles, donc j'ai quitté. Tout simplement, j'ai quitté et j'ai fait mon truc à moi à côté, quoi, tout simplement. Pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est quoi un pigiste? Alors, il y a plusieurs catégories de pigistes. Moi, j'étais un pigiste média dans la pub, ce qui consiste en gros à... moi, ce que je faisais, c'est regarder la télé toute la journée. Et on avait des clients enfin, on avait des marques, quoi. On avait des clients. Et J'ai bien aimé ta faille citer. Oui, j'ai failli citer, mais je me suis dit peut-être que ça va vous mettre en porte-à-faux, donc je ne fais pas, tu vois. Mais ces clients-là, en gros, il faut sélectionner leurs pubs qui passent toute la journée. Donc vraiment regarder toutes les diffusions de la journée, tu vois, les répertorier, les mettre sur un site pour eux pour qu'ils voient si, en fait, enfin combien de fois dans le mois ou dans l'année leurs pubs passent à la télévision. Voilà, c'est ça. Pour un profil comme toi qui semble être hyper créatif, travailler dans une boîte comme dans celle dans laquelle tu étais, est-ce que c'est pas une sorte de prison, entre guillemets? Parce que forcément, bon, là on te connaît, on voit ce que tu fais, tu sors ce qu'il y a dans ta tête, mais peut-être que pour des gens, d'autres personnes, c'est un peu fou, ils ne voient pas tout de suite le sens et ne comprennent pas la portée de ce que tu veux apporter. Mais c'est exactement ça, parce que quand je suis arrivé dans ce travail-là, franchement, je pense que tout un chacun de nous aurait trouvé que c'est le travail idéal. Pourquoi? Parce que tu es tranquille, tu regardes la télé. Tu es payé pour regarder la télé. Et quand j'étais petit, on me disait, ah, pas télé là qu'il va manger. Et je me suis retrouvé à manger de la télé, tu vois. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que oui, comme tu dis, c'est une prison. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sors de là, tu n'as pas envie de regarder des écrans après. Tu n'as pas envie d'être devant une caméra, alors que j'étais déjà passionné de ça, tu vois. Tu as juste envie de rentrer chez toi et de dormir, hein, parce que toute la journée, tu es comme ça devant les écrans, tu vois. Et du coup, ça me mangeait. Et c'est mon père qui m'a fait la réflexion en mode, Christopher, tu fais plus rien. Tu étais passionné d'audiovisuel, tu faisais du dessin, des trucs comme ça, tu fais plus ça. Pourquoi t'as arrêté? Qu'est-ce qui se passe? Mais en gros, c'était le travail, tu vois. Et c'est lui-même... En fait, j'avais fait une espèce de petite dépression. C'est lui et également Stécie et Michel qui m'ont fait comprendre qu'en gros, si j'en suis là, ah ben, autant faire comme si, en gros, je me suicide, quoi, tu vois. Autant faire comme si c'était une nouvelle vie. Et tout recommencer à zéro. Au point où tu en es, en fait, t'as rien à perdre. Donc, recommence tout, tu vois. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Hein. Okay. Voilà. Ça m'a fait peur, on va pas mentir, ça fait peur d'essayer de se nourrir soi-même, de se faire manger soi-même, mais au final de compte, je ne regrette pas parce qu'au moins, maintenant, je peux essayer de vivre de mes rêves, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Tu t'es lancé, donc on s'est croisé quelques fois sur des projets clients. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Ben, alors ça se passe... En toute transparence, parce qu'on sait que c'est compliqué, il ne faut pas se mentir. C'est clair. En fait, ça se passe plus ou moins bien. Je dirais plus ou moins bien, pourquoi? Parce que, en gros, moi, je m'attendais à... Comme on entend partout, en fait, si tu quittes un emploi, surtout après 10 ans, en fait, t'inquiète pas, tu auras des acédiques, tu auras des trucs comme ça, c'est faux. Moi, j'ai rien eu du tout. Ou peut-être que j'ai mal battu mes cartes, je sais pas, tu vois. Mais moi, j'ai rien eu du tout. J'ai l'impression de vivre un peu comme un Américain, tu vois. J'ai pas de... Comment je pourrais expliquer ça? Ben, j'ai droit à rien, quoi. Je me suis fié à moi-même. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas de carte vitale, j'avais rien. Tu vois, quand j'ai acheté le médecin, je payais plein pot. Ouais, franchement, je vivais vraiment comme un Américain. Et c'est pour ça que, quelquefois, je me dis des fois que en fait, si je vais là-bas, je ne serais pas dépaysé parce que je vis vraiment comme ça. J'ai pas le RSA, tout ça, je ne connais pas, tu vois. Et des fois, je pense que ça m'aurait bien aidé aussi, tu vois. Mais bon, au moins, je passe par des difficultés et je vois ce que ça peut donner si jamais je suis demain dans de vraies galères, quoi. Et ça, c'est un truc que je remercierai jamais assez mon père pour ça. Pourquoi? Parce que il m'a toujours fait comprendre. J'ai pas grandi dans une famille qui était pauvre, mais en fait, on était relativement aisés, tu vois. Pas trop non plus, mais relativement. Mais lui, il m'a toujours fait comprendre, en gros, tu veux quelque chose, tu vas te battre pour avoir ce que tu veux. Tu vas travailler pour avoir ce que... Par exemple, un jour, je voulais une PlayStation. Il m'a dit, tu vois là, le mur là, à la maison, peins-le. Je vais te payer, tu vas acheter tes affaires avec. Mais en fait, quand il a fait ça, bizarrement, j'avais
tellement l'impression que l'argent que j'avais là, j'avais pas l'habitude de l'avoir, que je n'ai pas acheté ma PlayStation avec. J'ai gardé à côté et puis j'ai commencé à économiser comme ça. Et puis après, au collège arrivé, j'ai commencé à faire un petit business de t-shirts, j'ai vendu des t-shirts. En fait, j'ai toujours eu un esprit de businessman. d'entrepreneur. Voilà, tu vois. Mais voilà, j'ai pas eu des choses comme ça, quoi. Tu vois. Mais je suis très content en tout cas de ça. Et aujourd'hui, bon, bah, tu es dedans, tu es réalisateur, pas que, tu n'as pas que cette casquette, acteur, on peut dire aussi. Comment tu t'en sors financièrement? Est-ce que les clients, c'est facile à les avoir? Parce qu'aujourd'hui, tu as un style qui est le tien. Tu es très dans le storytelling, en tout cas à mon sens. Tu me diras si c'est ça ou pas. Et comment tu t'en sors finalement? Alors, ben, finalement... Est-ce que tu es déjà comme Kane à son prime? non. On en parlera après. Ou tu n'es pas non plus à ses débuts quand on voit qu'il galère? Comment ça se passe pour toi? Alors, je ne suis pas non plus à ses débuts, mais quelquefois, oui, parce que je suis quelqu'un qui est très... En gros, quand je m'ennuie ou quand j'ai rien à faire, je déprime. Je suis quelqu'un qui est très... j'ai besoin de faire un truc. Si je fais rien, en fait, je vais rester là sur un lit, je vais remettre toute ma vie en question. Mais vraiment toute ma vie. Hein. Tu vas me voir là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça me caille, tu vois? Parce que vraiment, je suis dépité. Dès que je fais rien, je suis dépité. Mais moi, j'ai pas... Dieu merci, je n'ai pas eu l'occasion de démarcher encore après 2 ans d'exercice. Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux, hein, parce que je publie tout le temps, tu vois. Donc en fait, ça démarche pour moi tout seul, en fait. J'ai rien à faire. J'ai pas besoin pour le moment de chercher des clients. Donc ça, c'est top. Le seul truc, c'est que ouais, j'ai une SASU, donc je suis chef d'entreprise et je ne me rémunère pas. Ok. Tu vois, donc c'est ça la seule complexité, c'est que ma boîte va bien. Moi, personnellement, mon compte bancaire à moi, il souffre, tu vois. Ouais. Parce que je n'ai pas le droit de me rémunérer et quelque part, en fait, tout le monde me dit que j'aurais pu. Mais en toute transparence avec toi-même, donner 60% de mon chiffre d'affaires à l'État, ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux te dire? On est d'accord. Donc je préfère ne pas me rémunérer. Voilà. Donc ça va plutôt bien, on va dire, mais par rapport au statut que tu as choisi, un certain nombre de choses, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu vis non plus aisément de ton activité. Deuxième film, tu me disais? Donc un premier qui a été primé? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait et après on va rentrer dans Dream On? Ben, en fait, le premier film, c'était avec Matt Lebeuze. Ça s'appelle Apprends-lui à pêcher. Et à ma grande surprise, en fait, c'est un film qui a énormément plu. On a été primé dans tous les festivals qu'on a fait ici, en Guadeloupe. On a eu 7 prix en tout. Et franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. Parce que c'est un beau film dans l'histoire, oui. C'est un beau film, et c'est un film de copains, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'on était à 5 techniciens tous dessus. Et on a fait ça avec nos propres moyens, comme pour le dernier, mais avec beaucoup plus, avec une meilleure ampleur, tu vois. Mais on ne s'y attendait vraiment pas. On s'attendait à avoir une petite audience, où il y a un bon petit truc quand même, tu vois, mais pas une telle ampleur, parce que ben, ça m'a permis de voir qu'en fait, c'est pas la caméra qui fait que tu peux faire un film ou pas. C'est vraiment l'idée derrière et la réalisation. Donc la réalisation, quand je parle de réalisation, je parle de technique de cadrage, des angles et tout que tu utilises. Et ça revient à tout ce que j'ai toujours dit depuis toujours, c'est que, en gros, malheureusement, je trouve que on a gardé, depuis que je suis jeune, je vois qu'en Guadeloupe, aux Antilles en général, on a une technique de cadrage qui n'est pas forcément aboutie. On n'est pas assez instruit niveau cinéma. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde le cinéma international, ils ont une façon de cadrer les choses qui rend les choses belles. Même si c'est un vieux truc que tu filmes, la façon de cadrer rend les choses belles. Sauf que en France, en général, je n'aime pas forcément cette patte-là. Parce qu'on filme les choses brutes. En fait, on ne cherche pas à avoir un décor particulier qui soit beau, tu vois. On filme comme ça. Et ça rend pas le truc... Il n'y a pas de poésie dans le cadrage, tu vois. Et moi, j'aime quand un cadrage parle, quand un cadrage est beau, quand un cadrage séduit. Est-ce que tu préfères un cadre fixe ou plutôt des cadres qui bougent? Ça dépend. En mouvement. Ça dépend. Et surtout, à quel moment tu adaptes plus ou moins l'un ou l'autre? Ouais. Alors, dans l'idéal, je préfère quand le cadrage bouge. Moi, je suis quelqu'un qui aime le cinéma organique, tu vois. Donc, caméra épaule, caméra à la main, je kiffe, tu vois. Mais il y a des plans où ça nécessite vraiment d'avoir un plan fixe. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais un zoom numérique. J'aime pas quand ça reste trop statique, tu vois. Voilà. Ok. Dream On, on suit l'histoire de Kane. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer qui est ce personnage, l'intrigue autour de lui, sans forcément trop rentrer dans les détails? Puisque l'idée, c'est quand même que les gens viennent le voir, que vous veniez voir au Cinestar.
Et explique-nous qu'est-ce qui se passe dans ce film qui est réalisé par toi et une belle petite équipe. C'est ça. Alors, il faut savoir d'abord que le film est réalisé par moi et Jordan Laurent, qui est un camarade de maternelle. En fait, on s'est connus à la maternelle et on ne s'est pas lâché depuis. En fait, on s'est retrouvés en BTS du visuel, mais depuis ça, on ne s'est pas lâché. Et un jour, en fait, j'étais chez lui et je lui ai dit, tiens, je vais faire ça là. Qu'est-ce que tu en penses? Il a regardé, il m'a dit, mais si, mais ça lourd, allons faire ça, tu vois. Et au final de compte, on a peaufiné l'histoire. Ça devait être un court-métrage, finalement, ça s'est retrouvé être un long-métrage. Mais même pendant la production du film, il y a des techniciens qui nous disaient, ça va jamais faire un long-métrage, les gars. Pourquoi? Parce qu'en fait, que je t'explique bien les choses, nous sommes des gens, on a énormément de choses dans la tête. Donc, en fait, surtout moi, j'ai pas pour habitude d'écrire tout ce que j'ai dans la tête, tu vois. J'écris des petites lignes, tu vois. Et eux, quand ils voient ça, en fait, ils se disent, mais c'est pas un long métrage, c'est une petite vidéo d'1 minute. Et finalement, en fait, c'est un film d'1h30, quoi, tu vois. Donc, en gros... Je te coupe, pourquoi? Parce que quand tu écris, tu marques les grandes lignes, mais toi, ensuite, dans la réal, tu pousses le truc, ou qu'est-ce qui fait que eux voient ça comme si ça va être un short, et toi, tu arrives tout de suite à discerner que ça va être un long métrage? En fait, c'est que de base, ils me connaissent depuis longtemps et ils savent que j'écris rien habituellement, tu vois. Donc eux, en fait, comme je leur ai rien présenté sur le plateau, ils se disent que c'est un petit truc, tu vois. Mais il faut savoir qu'en vrai, de vrai, comme on voulait que ce film-là soit vraiment carré, on a tout écrit, tous les dialogues et tout. Mais le truc, c'est qu'il y avait avec nous deux, les réalisateurs, qui avions ce gros pavé, tu vois. Et... alors, la vraie question, c'était quoi encore? Je ne me rappelle pas, excuse-moi. C'était autour de l'histoire par rapport à Kane. Oui. Donc, en gros, l'histoire de Kane, c'est quelqu'un qui... c'est un jeune qui est passionné de musique. Il n'a pas ses parents, il n'a pas sa famille, tu vois. Mais il essaie d'évoluer malgré ses difficultés. Donc, il a un travail, il a une maison, donc il doit payer son loyer et tout, machin. Mais en gros, pour t'expliquer grandement les choses, il est vraiment passionné de musique. Il espère vraiment en vivre un jour. Mais c'est compliqué parce qu'on est en Guadeloupe et parce que son style musical n'intéresse personne en Guadeloupe. Mais un jour, il va rencontrer une femme qui va changer sa vie du tout au tout. Je ne dirai pas plus. Ok. Et oui, voilà. Et donc, il rencontre cette femme, ça se développe pour lui, jusqu'à un certain point où... Où cette femme-là va lui faire prendre conscience va lui faire voir qu'il peut être quelqu'un. S'il veut vraiment être quelqu'un, il peut devenir la star mondiale qu'il espère devenir, tu vois. Et quand il va s'en apercevoir, toute sa vie va changer. Mais en fait, on se rend compte que, dans le film, on se rend compte qu'il n'était pas du tout prêt à cette success story qu'il attendait, quoi. Voilà. Combien de temps vous mettez, toi et l'équipe, pour réaliser ce film? On a pris 1 semaine. En tournage? En tournage. Ok. Et après le montage, j'imagine, ça a pris un peu plus de temps. Ouais, ça a pris beaucoup plus de temps, ouais. Comment on fait pour matérialiser une équipe? Comment on fait pour, une fois que tu as l'idée et que tu la présentes à Jordan, pour arriver au point où, ok, on est prêt, on tourne? Comment ça se passe? Et est-ce que aussi depuis le début, vous avez cette envie tous les deux de le présenter pour un festival? Ou est-ce que c'est encore une fois une histoire de copains et on fait un film et on voit où ça va? Quelle est l'ambition au début de Dream On? Ok. Alors, il faut savoir que dès le départ, Dream On n'était pas du tout dans une ambition de festival, mais c'était pas non plus dans une ambition de film de copains. Parce qu'on s'est dit, après le dernier film qu'on avait fait, que c'était fini, ça, cette histoire de film de copains, on arrêtait ça, on faisait des trucs vraiment carrés, tu vois. Et la chance que j'estime que j'ai, je vous remercie Dieu pour ça, franchement beaucoup, c'est que j'ai des gens autour de moi qui aiment énormément ce que je fais et qui me font confiance, tu vois. J'ai pas besoin de parler trop pour... j'ai pas besoin de trop parler pour qu'ils comprennent ce que je veux, tu vois. Et pour qu'ils viennent et qu'ils s'associent à moi pour un projet. Ça, j'ai vraiment énormément de chance à ce niveau-là. Donc en fait, l'équipe s'est montée toute seule, hein. On est à peu près, en technicien, on est à peu près 15 sur ce film-là. En participant, en tout, on est à peu près 74, un truc comme ça, ouais, sur le film en totalité. Mais les choses, franchement, elles sont venues d'elles-mêmes. Tout s'est amené petit à petit, tout seul. On a galéré, c'est vrai, mais pas autant que je l'imaginais. Surtout pour un long métrage comme ça, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Tu vois, parce que les choses sont venues à nous, on cherchait un truc, ça venait direct, tu vois. Par exemple, on se disait, ouais, ça aurait été bien que pour
cette scène-là, on est ça. On reçoit un appel, vous avez besoin de ça? Je te jure, c'était comme ça. C'était incroyable. Ouais. Et les acteurs qui ont été choisis pour le film, je pose la question comme ça, parce que je n'ai pas encore vu, certains bon, sont habitués, mais est-ce qu'il y en a qui, c'était leur première fois? Est-ce qu'il y en a qui étaient novices dans l'exercice? Alors oui, ben, la majorité d'entre eux, oui. D'ailleurs, mon collaborateur Jordan Laurent, qui joue dans le film, qui a un rôle principal dans le film, c'était sa première fois. Et également Marine, celle qui joue la Lucie, on va dire juste ça. Celle qui joue Lucie dans le film, c'était sa première fois également. Et je ne dirais pas qu'elle avait peur, mais elle appréhendait un peu. Et je lui ai dit, cache, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce qu'en gros, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de jouer. Mais ce qui compte vraiment, c'est la direction artistique derrière l'acteur, tu vois. Si la personne est bien dirigée artistiquement parlant, ça va bien se passer, tu vois. Tant qu'elle sait ce qu'elle doit jouer, comment elle doit le jouer, il n'y a pas de raison qu'elle ne sache pas bien le jouer. Tu peux être mauvais acteur comme tu veux. Si tu fais ce qu'on te dit de faire, exactement comme on te dit de le faire, tu vas Normalement, ça passe. Ça passe. Alors, film présenté au festival. Je ne sais pas si on peut déjà dire, ce que tu m'as dit en off, c'est que le film a été... En fait, tu as déjà un partenaire qui soutient. Tu peux en parler, pas encore? Je sais pas si je peux en parler. Bon, dans le doute, on va dire que non, tu vois. Mais tout ce qui est partenaire, tout ça, c'est venu après. Parce que malheureusement, en fait, je sais pas pourquoi c'est comme ça ici, mais c'est compliqué d'avoir des partenaires. En tout cas, peut-être que je m'adresse pas correctement, tu vois. Mais il a fallu qu'on tourne le film, qu'on le montre, pour qu'on nous suive derrière, tu vois. Et tu penses que c'est lié au système? Tu penses que c'est peut-être parce que là, maintenant, tu en as deux. Peut-être qu'après le deuxième, ce sera plus simple parce que tu commences à faire une place finalement dans l'univers, enfin dans l'univers, pas dans l'univers, dans le décor de tout ce qui est de la réalisation. Peut-être que ce sera plus simple aussi après pour toi. Certainement, ce sera peut-être plus simple, mais je pense que c'est surtout dû, c'est pas forcément le système, mais c'est peut-être la peur de est-ce qu'on investit bien, tu vois, parce que bon, on ne sait pas si le film va aller loin ou pas, tu vois. Mais au final de compte, le résultat montre que les gens ont bien investi, tu vois. En fait, j'avais déjà un mot avec certaines personnes avant la réalisation du projet, mais je pense que ces gens-là attendaient de voir ce que ça allait donner vraiment. Après, c'est normal, tu vois. Est-ce que vraiment on allait aboutir le film? Est-ce qu'on n'allait pas prendre l'argent, faire autre chose avec, tu vois? Il y a des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense que c'est dû à ça. Et quelles sont tes ambitions après? Est-ce que tu comptes en faire? Tu m'as déjà dit, tu comptes en faire un autre. Est-ce que tu comptes te focaliser sur la réalisation de films? Est-ce que tu continuer à faire des petites réals pour des entreprises? C'est quoi la suite pour toi? Alors, les petites réals pour les entreprises, j'en fais. C'est mon gagne-pain quotidien, tu vois. Mais ce n'est pas mon but. Mon but vraiment, ça a toujours été, ça le restera, le cinéma, tu vois. Donc mon but vraiment, c'est de pousser loin, c'est de pousser le cinéma guadeloupéen, antillais en général, loin. Ça a toujours été mon but dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais en stage en BTS du visuel, on se moquait énormément ça me faisait très mal d'entendre comment en France et ailleurs, on se moquait de ce qui se faisait en Guadeloupe. Et les mêmes personnes qui se moquaient de ce qui se faisait en Guadeloupe, c'est eux-mêmes qui le ramenaient ici, tu vois, en mode de, vous filmez des cocotiers, vous faites des trucs de la plage et tout comme ça. C'est pour ça que rares sont mes productions, tu verras même sur mon Instagram, où je montre la plage. Parce qu'en fait, ça se fait déjà énormément ici. Et j'ai tellement entendu ça quand j'étais en BTS que j'ai clairement pas envie de montrer la plage, tu vois. C'est un truc qu'on voit déjà tout le temps quand on est en Guadeloupe, mais c'est pas la réalité. Quand tu viens en Guadeloupe, même les touristes, quand ils viennent, en fait, ils s'attendent à voir la plage directe, alors que pas du tout. Il y a la ville comme tout le monde, il y a de tout, comme tout le monde. Donc en vrai, moi, mon but, c'est de vraiment faire comprendre, si je pouvais, c'est de faire un mini Hollywood en Guadeloupe. Et de vraiment faire comprendre qu'il y a du potentiel ici. Parce qu'en vrai, regarde bien, maintenant, à mon époque, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas d'école de cinéma. Oui, c'est clair. Ça n'existait pas. Et maintenant, ça se développe. Il y a des lycées où il y a des options cinéma. Donc, il y a vraiment un truc à faire avec ça. Et les jeunes sont de plus en plus intéressés à l'image en général. Donc, si vraiment je pouvais avoir la chance demain de créer une espèce, je ne dirais pas une école, mais vraiment un vivier économique du cinéma en Guadeloupe, un mini Hollywood, ça serait l'idéal. Alors, je profite, j'ai fait une parenthèse. Tu parles de vivier économique, de cinéma. Tous les deux, on a cette casquette de créateur de contenu. Est-ce que aujourd'hui, oui,
tu te rends compte, enfin tu as ce recul, tu vois la difficulté qu'on a déjà par rapport à tout ce qui est lié aux tarifs, parce que toi tu parles de cinéma, donc c'est encore de une plus grosse envergure, mais les créateurs de contenu, on a pas mal de galères liées à faire comprendre aux clients que telle chose, ça coûte tant. Comment tu vois ça, toi? Alors, ça c'est vrai que c'est compliqué de... Et je suis sûr qu'il y a eu un avant-après entre tes débuts dans la réalisation et maintenant, où comme tu commences à avoir un nom, tu as moins ça à discuter avec les gens parce que tu as fait ton trou. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand j'ai commencé, quand tu disais à quelqu'un une vidéo ça coûte tant, tu disais quoi? Mais non, mais je te donne déjà la force en te disant faire une vidéo. Pourquoi tu me demandes de l'argent? Mais non, t'inquiète, je te passe ça, machin. Et c'était très compliqué à faire comprendre aux gens que ben, en fait, tu as besoin de manger et que l'appareil que tu as acheté pour filmer, il coûte de l'argent. Tu vois, c'est vraiment cher pour avoir un matériel conséquent. Tu le sais, c'est cher, quoi, tu vois. Et faire comprendre ça au début, c'était très compliqué, mais bizarrement, dès que j'ai commencé à faire, enfin bizarrement, c'est normal, dès que j'ai commencé à faire mes propres vidéos, à mettre sur Instagram, et que ça a pris un peu d'ampleur, les gens ne discutent plus sur les prix. Hein. Enfin, ils discutent toujours un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, je peux dire à quelqu'un, écoute, c'est ça, tu veux pas, c'est la même chose. Parce que, non, mais vraiment, parce qu'en fait, si tu fais pas ça, bizarre, si tu fais pas ça, on va pas te respecter, tu vois. J'estime qu'on va pas te respecter parce qu'ils vont toujours discuter, ils vont toujours dire. Et en fait, c'est le bouche à oreille, en fait. Ah ouais, mais tel fait ça bon à tel prix, hein, tu vois. Alors que peut-être que tu lui as dit de pas dire, tu vois. Mais elle fait ça bon à tel prix, pas payer. Elle m'a dit, tu vois. Alors que non, en fait, non. Tu veux pas? C'est trop cher pour toi? Ok, eh bien laisse tomber. Et en fait, comme ça, j'ai pu voir quelle était ma cible, dans quoi je pouvais taper, tu vois. Et c'est pour ça que, en fait, tout seul, j'ai tapé dans les entreprises. J'ai même pas cherché, c'est venu à moi tout seul, tu vois. De toute façon, comme on dit, il y a toujours un client pour chaque prix. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, est-ce que aussi, bon, j'imagine ce manque d'éducation aussi des gens, parce que voilà, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il manque un certain cadre en termes de chiffrage dans le décor antillais qui fait que on n'ait pas des prix qui soient déjà plus ou moins préétablis? Comme il y a des gens, quand tu démarres, tu veux t'en sortir, tu veux gagner ta croûte, donc tu es prêt à apprendre des choses à certains prix, alors que finalement c'est un piège, puisque tu restes dans un engrenage où tu fais tellement bas que tu dois en faire plus, t'as pas le temps et tu t'en sors pas. Est-ce que tu penses que ça aussi c'est pas un piège? Et puis comment l'éviter quand tu démarres dans la vidéo? Alors, c'est vraiment un piège. Ce que tu viens de dire là, c'est vraiment un piège de dire, bon, ok, j'accepte à faire pour ce prix-là, parce que déjà, tu as peut-être cette notion de te dire que, ouais, que je suis pas légitime, tu vois. Donc, ça te ramène à rabaisser tes prix de ouf. Mais pour t'en sortir, à mon avis, c'est ça la question. Ouais. Comment tu C'est fais vrai que j'étais un peu long dans ma Ouais. formulation, mais si on peut donner un conseil peut-être à d'autres qui souhaitent se lancer, Mhm. ce serait quoi? On va tourner plus ça comme ça. Ok. Alors, franchement, ça c'est une petite astuce que je vais donner là, du coup, que tout le monde saura. Mais moi, ce que je préconise de faire, c'est en gros, s'il y a un client qui t'intéresse, que tu veux vraiment viser ce client-là, proposer de faire déjà une petite vidéo pour lui gratuitement, tu vois. Il va la publier. S'il la kiffe vraiment, il va revouloir une vidéo similaire sur son Instagram parce qu'en fait, il aura franchi un cap. Il ne voudra plus redescendre, tu vois. Là, tu peux imposer ton prix. Parce qu'en fait, en bradant le prix dès le départ, il va te dire, ouais, mais en fait, tu m'as fait cette vidéo-là à ce prix-là la dernière fois, je vais continuer. Alors que si tu l'as fait de base même, gratuite, après, tu fixes ton prix. Et là, il n'a plus le choix parce que tu as fixé ton prix, tu vois. Moi, c'est ma méthode. Donc l'idée c'est plus d'hameçonner Exactement. avec de la gratuité sans dire combien ça aurait coûté, C'est ça. pour derrière le récupérer et là imposer ton vrai prix. C'est Du ça. coup on arrive à la présentation du film. C'est quoi les dates de présentation au festival du film, c'est ça? Le Festival du Cinestar. Festival du Cinestar. Ouais. C'est quand les dates? Alors, le festival commence le 3 octobre. Il se termine le 9, d'après ce que j'ai compris. Par contre, les dates pour le film, j'en ai aucune idée. Je sais Ok. pas. Je suis comme toi là, j'en ai aucune idée vraiment. Et en tout cas, on sait que ça commence le 3, quoi. Quand tu gagnes, qu'est-ce que ça rapporte? Ben, ça rapporte de la visibilité, hein. Moi, franchement, avant le premier festival, j'étais connu par les gens qui me suivaient sur les réseaux et ceux qui étaient
globalement sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais depuis le festival, il m'arrive de voir des grandes personnes qui n'ont pas de réseau social me reconnaître. Et ça m'étonne toujours, tu vois. Et pourquoi? Parce que le festival est vu partout. Quand je dis partout, c'est-à-dire qu'il y a une visibilité sur la télé, tu vois, partout, tu vois. Et du coup, en fait, ça a permis aux gens de voir que je faisais quelque chose, tu vois. Même des mairies, il y a des gens dans des mairies qui m'ont appelé pour me dire, ouais, est-ce que c'est possible d'avoir ton film, est-ce que tu vois. Donc, c'est que ça a une vraie portée, tu vois. Okay. Et même, je dirais même, parce qu'en fait, au travers de ce festival-là, ça m'a permis d'avoir un pied à la télé et également sur des plateformes de streaming, parce que, enfin, derrière la caméra, parce que j'ai pu travailler avec de nombreuses sociétés comme France Télévisions, comme Netflix, tu vois. À Netflix aussi? Ouais. Ok, génial. Donc franchement, c'est une bonne opportunité qu'il donne aux gens. C'est quoi le type de film que tu regardes au quotidien? C'est quoi ton style de film? Alors, ça va peut-être énerver. J'ai dit film ou série. Ouais. Alors moi, c'est plutôt les séries, tu vois. Même si j'ai un peu ambition d'en faire des séries, mais c'est plutôt des séries que je regarde. Mais moi, c'est très ce qui est drogue, trucs comme ça. C'est vraiment mon truc. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de la vie, en fait. Tu vois, c'est la réalité de la vie. Moi, j'aime... Quand je dis drogue, je parle dans le sens large du terme, tu vois. Moi, c'est Snowfall, tu connais Snowfall? C'est la série Snowfall, Power. C'est des séries comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois vraiment comment les gens vivent vraiment, dans la vraie vie, tu vois. Alors que les réseaux sociaux, en général, j'estime qu'il y a énormément de choses joyeuses, alors que c'est pas la réalité, en fait. Tu vois les gens bien et tout, machin, alors que dans la vraie vie, en fait, ils vivent des choses sombres. Et c'est également ce que j'essaie de retranscrire sur mon Instagram. Tu verras jamais des gens hyper joyeux sur mon Instagram. Tu verras un contexte de vie réel. Et moi, je regarde des séries très sombres parce que ça me reconnecte à la réalité. Et parce que du coup, en fait, j'aime pas être voilé. J'ai horreur de ça. Les gens qui essaient de voiler les choses, de sourire tout le temps. En fait, c'est bien la comédie, ça fait rêver, tu vois. Mais moi, ça me fait pas rêver parce que c'est pas vrai, en fait. C'est pas la réalité. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui est réaliste. Je suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Et j'aime voir les choses que je vois en vrai. C'est quoi ton rapport, du coup, aux réseaux sociaux? Il est très bon, hein. Il est très bon. C'est juste que je ne me voile pas la face. Je m'en sers comme un outil. Je ne m'en sers pas pour me divertir. Tu vois, je me divertis pas sur lui. Et je fais pas, encore une fois, je vais me répéter, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais en fait, ce que tu fais, c'est très sombre, fais un truc plus joyeux. Mais en fait, je suis pas là. Il y a des gens qui font ça très bien, les humoristes, qui sont là pour te divertir, tu vois. Moi, c'est pas mon but. Je suis pas là pour divertir qui que ce soit. J'amène ce que je veux amener dans une démarche de divertissement, mais je ne suis pas là pour divertir les gens. Je suis pas là pour ça. Donc toi, c'est de mettre en image Voilà. la réalité, ce que vivent les gens, les galères, les difficultés du quotidien que tout un chacun peut finalement vivre, entre guillemets, à travers un prisme, donc divertissant. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspiraient, toi, en tant que... des réalisateurs qui t'inspiraient? Ah oui. Réalisateurs ou acteurs? Alors, acteur, bon, bien sûr, tout le monde va le savoir, mais il y a... oh mon Dieu, what? J'ai oublié son nom là d'un coup, alors que j'avais son nom à l'instant dans ma tête. Oh, comment il s'appelle encore? T'as dit quoi, acteur? Ouais, Washington. Denzel Washington? Denzel Washington, voilà. Classique, Tu c'est le meilleur classique. acteur. Hein. Classique. Sinon, tu as Damson Idris. J'aime beaucoup son jeu d'acteur. Idris Elba aussi. Et en réalisateur, il y a Christopher Nolan. Mais il porte le même prénom que moi, tu vois. Donc, mais Christopher Nolan, je kiffe. J'ai toujours kiffé sa façon de réaliser parce que il avait cette... Tu vois, par exemple, quand tu regardais Batman et tout comme ça, tu savais que tu regardais un film de fiction, donc un film pour te divertir, mais il y avait toujours, dans ces films, il y a toujours une notion de réalité. Par exemple, Inception, quand on regarde Inception, tu vois si... C'est mon film préféré. Toi aussi? J'ai dû le voir 3 fois, dont 2 au cinéma. Non, je rigole. Entre 5 à 10 fois, mais je l'ai vu 2 fois au cinéma, 2 fois pour le comprendre. Mais tu vois, et je suis sûr que jusqu'à maintenant, il y a encore des choses que tu cherches à comprendre. On peut débattre, t'as des forums où les gens échangent sur la fin, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Mais et on ne saura jamais. Incroyable, le film est incroyable. Voilà, tu vois. Et tu vois, mais moi, ce mec-là, pour moi, c'est la référence.
parce qu'il arrive à associer des choses qui ne sont pas du tout réelles à une profondeur de réalisme, mais tellement réelle que tu te dis qu'en fait, tu aurais pu vivre ça, tu vois. Dans une vie parallèle, tu aurais pu vivre ça. Interstellar, quand tu regardes ça, moi, la première fois que j'ai regardé ça, j'étais sur le cul. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses que tu ne comprends pas dedans, parce que tu n'es pas un scientifique, tu n'es pas un astronaute, tu vois. Mais c'est réel, c'est réel. Et tellement c'est réel, quand je regarde des documentaires sur Christopher Nolan, parce que ça m'arrive, j'apprends quoi? Que le gars, il essaie de moins en moins de mettre des effets spéciaux. En fait, tout ce qu'il fait, il essaie de le faire pour de vrai, tu vois. Comment veux-tu que j'aime pas ce mec-là? Parce que c'est exactement ce que moi, j'aime la réalité, tu vois. Le mec, pour moi, c'est la référence, pour moi. C'est quoi un bon film pour toi? Qu'est-ce qui fait que quand tu sors d'ici, tu te dis, ouais, c'était un bon film? Waouh, c'est quoi un bon film pour moi? Si tu veux, je commence. Ouais. Simple, hein, on vient de parler d'Inception. Un bon film pour moi, c'est quand tu sors de la salle, tu réfléchis. Oui, Tu te dis, putain, c'est exactement ça. tu restes abasourdi parce que tu as vécu 1h30, 2 heures dans quelque chose qui t'a poussé dans une réflexion que tu vas avoir pendant un certain moment parce que il y a une intrigue à quelque chose que tu as vraiment apprécié. Ou limite, je te dirais, ou pendant 2 heures, tu as oublié que tu étais au cinéma. Pour moi, ça, c'est un bon film. C'est quand tu arrives à ne plus savoir où est-ce que tu es exactement. C'est ça, quand tu es noyé dans le film, en fait. Quand tu es noyé, quand je dis noyé, c'est-à-dire que quand tu n'as plus de notion de ouais, tu es dans une salle de cinéma, comme tu l'as dit, tu vois. Là, ouais, tu es dans un bon film. Et quand tu en viens à penser au film, même quand tu n'es pas dans le film, même quand tu es chez toi, ouais, là, tu peux te dire que c'est un bon film. Comme tu as dit, voilà, c'est la réflexion que tu as après le film, ça aussi, c'est important. Parce que si pendant tout le film, tu as regardé le film en mode ouais, c'est un film, c'est que quelque part, il y a un truc qui t'a mis à côté du film, tu vois. Et quand tu as parlé de ça à l'instant là, il y a des films qui sont venus dans ma tête, genre le film qui est sorti en 2020, The Batman aussi. Tu vas dire que je parle tout le temps de Batman, mais non, mais c'est juste que la réalisation Côté de ces gars-là, sombre. tu vois, ouais. Le Joker aussi, le film Joker, maman, quelle claque que j'ai pris. Parce qu'en fait, tout le monde s'attendait. J'ai entendu, avant de voir le film, j'ai entendu plein de gens dire, pas vrai ça, c'est nul. Mais quand j'ai vu le film, j'ai compris pourquoi les gens disent ça. Les gens s'attendaient à voir un blockbuster où il y a de la bagarre et tout. Alors que The Joker te permet de voir pourquoi le gars est devenu comme il est. Et c'est un truc. Il devient appréciable en fait dans Exactement. Malgré le fait qu'il soit mauvais, c'est une mauvaise personne ce mec-là. Mais il est devenu mauvais par rapport aux gens. C'est le reflet de la société en fait. C'est des gens qui l'ont rendu comme ça. Et ce que j'aime dans le film, c'est qu'au-delà du film Joker, il donne une morale très importante. C'est que on peut tous passer par là déjà. On peut tous vivre ce qu'il a vécu. Et on peut tous devenir. Il ne faut jamais blâmer quelqu'un de mauvais parce qu'en fait, cette personne-là est le reflet de ce qu'on a fait de lui. Cette personne a peut-être souffert dans sa vie, tu vois. Tu sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie. Ça se trouve, de base, c'était quelqu'un de bien. Et les gens l'ont rendu mauvais, les gens l'ont rendu méchant. Mais nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Il y a beaucoup d'hommes qui sont faibles, il y en a qui arrivent à surmonter les choses, mais il y en a qui n'arrivent pas. Et du coup, en fait, ils abandonnent et ils se laissent aller à des choses sombres, très sombres, tu vois. Donc, en fait, pour moi, Joker, c'est pas juste un film, c'est la réalité. Et c'est ce que je veux faire. C'est un miroir de la vie en fait. C'est ça. Si tu devais te retrouver avec 3 personnes autour d'un dîner, vivantes ou mortes, ce serait qui et pourquoi? Ok. Michael Jackson, Tupac. Michael Jackson, Tupac. Pour un dernier, attends. Christopher Nolan. Ouais, Christopher Nolan, vas-y. Pourquoi les 2 premiers? Alors, Michael Jackson, parce que j'ai grandi avec sa musique quand j'étais petit, ça m'a influencé de fou. Mes parents écoutaient ça tout le temps. J'avais même j'avais des posters de lui dans ma chambre, j'avais tout de lui, j'avais vraiment tout de lui. Pour moi, c'est quelqu'un. Tupac, pourquoi? Parce que j'ai pas grandi avec Tupac, je l'ai connu tout seul, grâce à Internet, mais je l'ai connu tout seul. À l'époque, la seule chaîne câblée qui passait à la maison, c'était BET. Malheureusement, c'est une chaîne qui passait qu'en anglais. Mais bon, ça m'a permis d'avoir une très bonne notion en anglais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Et il y avait beaucoup de clips de Tupac qui passaient sur cette chaîne-là. Et j'ai trouvé, au travers de ce mec-là, une réalité. Comme je disais, c'est comme pour les films, tu vois, sa musique était vraie. Le gars disait des choses vraies, des choses de la rue. Il disait pas des choses qui intéressaient tout le monde. Des choses genre, oui, la vie est belle, machin. Non, il disait, bon, chez moi, il y a ça, il y a le ghetto, il y a la drogue, les femmes enceintes mangent de la drogue, tu vois. Il y avait tout ça. C'était la réalité.
Et on va dire que ouais, j'étais trop jeune pour comprendre ce qu'il disait, mais grâce à BET et à force d'en manger du BET tout le temps, mon cerveau a commencé à comprendre ce qu'il disait, tu vois. Donc en fait, j'étais vraiment connecté à ça. Et comme tu as dit, Christopher Nolan, pour les raisons que j'ai citées précédemment. On arrive à la fin de notre émission. C'est quoi ta définition de la réussite? Alors, ma définition de la réussite, pour moi, tu n'as jamais vraiment réussi dans la vie, parce que la vie, c'est une continuité. Mais à partir du moment où tu fais ce que tu aimes dans la vie, tu as réussi. Il y a plein de gens qui disent, ouais, pour avoir réussi, il faut être fonctionnaire, il faut avoir de l'argent et tout. Mais non, la preuve en est qu'il y a plein de gens qui sont riches, qui ont tout ce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, qui se suicident, qui mettent fin à leur vie, qui n'ont pas une vie heureuse. Moi, j'estime que tu as réussi quand tu as tout ce que tu as toujours voulu. Donc, il y en a pour eux, c'est d'avoir une famille. Il y en a pour eux, c'est d'avoir un travail. Soit ils ont réussi à leur sens, tu vois. Mais chacun a sa propre définition de la réussite. Tant que toi, tu as accompli ce que tu voulais accomplir dans ta vie, tu as réussi. Pour moi, c'est ça. Je vais rebondir. Tu sais, je regardais, comme je te disais, une émission hier. Et en fait, dans l'échange entre ces personnalités, il disait que le chemin est beaucoup plus important que l'arrivée. Ouais. Et il y en a un qui donnait une anecdote que j'ai trouvée super puissante. C'est un mec, il a grandi, il avait rien. Il a arrêté l'école à 16 ans et il vendait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir s'en sortir. Et quand les premières fois, je crois que c'était à 22 ans, il a pu prendre un avion pour voyager et il était en classe. C'est quoi la première classe? C'est Business. pas la business class, la classe standard. Ouais, ok. Il a pris l'avion. Économique, classe éco. Il était en classe éco. Et tu sais, il te dit le problème, c'est que quand tu arrives vraiment, que tu as de l'argent, tu oublies les choses qui te faisaient rêver, les choses dont tu kiffais. C'est-à-dire que quand il a pu pouvoir se payer des business class, un jour, il se rend compte qu'il voit une dame qui est contente parce qu'elle a du champagne, parce qu'elle a ci, parce qu'elle a ça. Il s'est dit, putain, en fait, moi, avant, quand je pouvais pas, je rêvais de ça. Aujourd'hui, tu vas gueuler sur la serveuse parce que, je sais pas moi, tu n'as pas eu telle ou telle chose, alors qu'avant, tu étais la personne qui rêvait pour avoir accès à ça. C'est beau. Et c'est pour ça qu'ils étaient tous unanimes. Et dans cette émission, il y avait Thierry Henry et les autres personnalités dont je te parle. Ils disaient que le chemin est beaucoup plus important que l'arrivée. Parce que le chemin, c'est ce qui te construit, c'est ce qui te permet aussi, c'est là où tu es confronté à la réalité, toi qui aimes justement ce côté réalité. Alors que l'arrivée, des fois, tu t'ennuies parce que tu n'as plus rien à faire. Si tu ne trouves pas une nouvelle motivation, un nouveau but, un nouveau goal, mais qu'est-ce que tu fais? Tu meurs en fait. C'est très vrai. Ouais. C'est exactement ça. Imagine demain tu veux être un réalisateur connu et reconnu, tu y arrives, c'est fait. Tu as coché la case, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, donc ce sera plus ce que tu auras fait. C'est ça. Dream on, etc. C'est ces moments où finalement tu kiffes et tu apprécies qui font que tu arrives au succès. Et c'est ces moments-là, je pense, qui sont les plus importants, c'est ce qui te rend heureux. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah bah de faire briller les Antilles. Hein. Moi, c'est mon but. Donc aidons-nous à faire briller les Antilles. Parce que je pense que on est déjà tout petit. C'est quand nous donnons la force qu'on pourra le faire. Pourquoi je dis ça? Je viens de voir ça parce que on va prendre l'exemple d'un territoire qui n'est pas très loin d'ici, Porto Rico. On a des gens comme Daddy Yankee, comme Ozuna, qui brillent à l'international. Pourquoi? Parce que leur peuple les a fait monter, tu vois. Ces gars-là, quand tu regardes sur YouTube, ils ont plus de vues que des Américains, tu vois. Et pourtant, Porto Rico, c'est tout petit, c'est pas grand-chose, tu vois. Donc je pense qu'à nous tout seuls, on est quoi? On est peut-être plus d'1,5 million de créoles dans le monde. Rien qu'avec ça, en fait, on peut déjà briller. Et parce que ces 1 million-là, ça nous ont soutenus, les autres personnes dans le monde vont nous soutenir aussi, tu vois. Regarde Kalash. Kalash, c'est l'exemple parfait. Je ne dirai pas plus. Vous savez qui est Kalash. Je n'ai pas besoin de dire plus, tu vois. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, faire briller les Antilles. Et on se donne rendez-vous pour le festival du Cinestar. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager, liker et surtout à vous abonner. On se retrouve bientôt et je vous donne rendez-vous au Cinestar pour voir Dream On. À très bientôt. Ciao.